Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais juste connecter nos collègues qui sont à distance, puisqu'on a une visio qui est également active pour la présentation. Une bouteille d'eau, je ne sais pas quelle est. Voilà. Tout accepté. Tout accepté. Beaucoup de personnes présentes en visioconférence. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez bien? Tous les aspects acoustiques dans une pièce, tous les détails. Et là, Est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'on vous entend? Oui. Oui, mais est-ce que peut-être Patrick, Oui, moi, je suis là. Voilà, ok. non, il faut le micro ici. Voilà. Il faut que j'accède d'abord à le micro. C'est vrai, Ouais, on a vraiment vu. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu compliqué comme organisation, donc je suis très très heureux de vous accueillir tous. Il va falloir que quelqu'un clique sur accepter. Et donc, pour cette semaine du son, à l'ENSI Les Ateliers, donc l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Et on va parler aujourd'hui des nouveaux espaces de travail et de l'acoustique des nouveaux espaces de travail. Donc on va peut-être réduire, ce sera peut-être plus facile pour pouvoir présenter un petit peu le programme de cet après-midi. Donc on va commencer par essayer de réfléchir ensemble avec Théo Marchal du Cresson à Grenoble, donc, qui est enseignant à l'école d'architecture de Grenoble et chercheur au Cresson, sur la... Je vais essayer de ramener ça parce que si toutes les 3 minutes il faut que j'accepte, c'est compliqué. Sinon, quelqu'un peut peut-être le faire sur l'autre machine, ce serait super. Accepter tout le monde qui rentre. Merci. Voilà. Donc, la question des nouveaux espaces de travail, qui est un sujet important en acoustique et en expérience sonore. Comment est-ce que l'expérience sonore des nouveaux espaces de travail change par rapport à l'expérience sonore qui peut être heureuse ou malheureuse dans les espaces qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les bureaux, les open space et d'autres formes d'espace. Donc dans un premier temps, Théo Marchal va pouvoir nous parler un petit peu de la notion d'ambiance sonore. Suite à quoi, on va parler de ce qui existe aujourd'hui au niveau de la protection des personnes au travail. Et on a la chance d'avoir Patrick Chevret, qui travaille pour l'INRS, donc, qui est l'Institut national chargé du confort et il précisera au travail. Il expliquera un petit peu en quoi consiste cet organisme très important qui permet en fait de faire des études, de la recherche et de réguler ou d'aider à réguler les conditions de travail. Ensuite, on aura une présentation des sujets d'acoustique qui sont liés aux espaces du travail par Hugo Doujourdi, qui est chercheur et qui est spécialisé justement dans ces questions d'open space et d'ambiance de travail. Et puis ensuite, on parlera d'un projet qui a lieu à l'ENSI en ce moment, qui est le projet de la chaire S'entendre, qui vient de démarrer, en partenariat avec une entreprise qui fabrique des mobiliers de bureau, qui est Klen, le groupe Klen. Et on va vous présenter un petit peu l'approche de cette chaire partenariale de recherche et pourquoi est-ce qu'on essaye de réunir aussi aujourd'hui des personnes autour de ces questions. Et ensuite, on va faire appel à des acteurs du secteur qui vont nous parler un petit peu de leur expérience
et de leur approche de cette question de l'expérience sonore et de l'acoustique dans les espaces de travail. Donc, on va peut-être pas, on les représentera si on a le temps, mais en tout cas, on aura une présentation de Patrick Amram du groupe Clen, qui est directeur du groupe Clen. Et à 16h30, on aura Alexis Rebiffet, qui est responsable d'espace de travail dans le cadre d'une organisation qui s'appelle Descopolitan, et qui va nous parler un peu de son expérience avec l'acoustique dans les grands espaces qu'il dirige. Et puis ensuite, alors Saint-Gobain, malheureusement, n'est pas disponible, mais on aura peut-être une autre occasion l'année prochaine de vous présenter un travail commun. Et puis à 17h, on va demander à un jeune entrepreneur, Alexandre Guyenne, de venir parler de son travail, puisqu'il développe aujourd'hui des mobiliers avec des qualités acoustiques particulières. Voilà, ça paraît un programme assez ambitieux pour ce petit après-midi de 2 heures. On doit terminer impérativement à 17h précise. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne présentation. Donc on va essayer de se connecter avec Théo. Alors, est-ce qu'on va entendre Théo? C'est toujours le mystère. Voilà, et quand vous m'entendez, vous faites signe. On t'entend. Super, très bien. Bon, je vais partager ma présentation en même temps. Merci Roland pour... Hop, là, si je fais ça, normalement, vous devriez voir la présentation. Ça fonctionne? Vous voyez bien la présentation? En plein écran, tout ça? Oui, oui. Super. Très bien. Hop, je vous remets note. Donc merci Roland pour l'introduction. Merci pour l'invitation aussi à ce séminaire. Merci à la Semaine du Son de nous permettre tous les ans un peu de faire plein de choses autour du sonore et puis sur le sonore aussi. C'est vraiment toujours une semaine très riche, et donc merci pour ça. Je vais commencer rapidement par me présenter. Alors, je suis architecte, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et puis, je suis doctorant au sein de l'équipe Cresson du laboratoire AAU. Ma thèse porte sur je travaille sur un outil d'esquisse, en fait, des espaces sonores dans le projet d'architecture. Et un outil d'esquisse, en fait, qui n'est pas un outil d'esquisse visuel, mais qui est un outil d'esquisse sonore. Voilà. Alors, peut-être la première chose que je voulais, avant de s'intéresser plus particulièrement au design acoustique des nouveaux espaces de travail, c'est vous parler un petit peu de la notion d'ambiance et d'essayer parce qu'évidemment, comme je viens du Cresson, c'est un peu le fondement théorique du laboratoire. Et selon moi, ça peut être vraiment un vrai outil, un vrai moyen pour appréhender les espaces, leur étude, leur conception, quand on s'intéresse à l'environnement physique sensible, et donc plus particulièrement aujourd'hui au sonore. Donc comme je vous l'ai dit, la notion d'ambiance, c'est un peu un fondement théorique du laboratoire Cresson. Qu'est-ce que c'est que le laboratoire Cresson? C'est en fait, initialement, l'histoire est assez... est basée sur une anecdote, et donc je trouve ça rigolo de le raconter parce que ça montre bien ce que c'est. C'est 2 enseignants de l'école d'architecture de Grenoble, un philosophe et puis un ingénieur acousticien plutôt, donc Jean-Jacques Delettré et puis Jean-François Goyard, qui en fait, pour une question d'emploi du temps et de soucis d'emploi du temps, se sont retrouvés à devoir faire cours dans la même salle, et donc se sont retrouvés bien embêtés de devoir faire un cours ensemble, et qui au premier abord peut apparaître comme quelque chose de complètement saugrenu, articuler évaluation physique, métrologique des espaces, et puis appréhension plus philosophique et sciences humaines. Jean-François Goyard, justement, il écrit que l'ambiance, c'est la chose du monde la plus facile à vivre, mais la plus difficile à expliquer. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle représente assez bien ce qu'il y a derrière la notion d'ambiance, c'est que c'est quelque chose qui est vécu, en fait. C'est par le vécu qu'on peut le mieux le définir. Alors bon, un petit exemple comme ça, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais
L'ambiance, c'est quoi? L'ambiance, c'est l'articulation des phénomènes sensibles, donc température, lumière, teinte, fond sonore, émergence, odeur, etc., qualité tactile, et puis aussi des interactions, donc croiser un regard, rentrer en lumière, la présence de personnes dans une pièce ou l'absence de personnes dans une pièce, dans un espace public. Tout ça, c'est tout ça qui fait ambiance, et c'est quelque chose qui, paradoxalement, est à la fois intime et en même temps qui a un sentiment complètement englobant. Donc c'est une sensation un peu spécifique. Et puis, voilà, comme le dit là encore Jean-François Gauthier vécu, se conjugue au singulier. C'est-à-dire que, au-delà d'une simple juxtaposition de tout ça, de tous ces phénomènes physiques et ces interactions humaines, et du vivant d'ailleurs, on pourrait extrapoler, l'ambiance, c'est plutôt la concertation de ces circonstances, c'est-à-dire comment ça se concerte pour fabriquer chez nous une sensation, fabriquer une humeur, fabriquer une impression d'un lieu qui apparaît en fait très global, mais qui est issu de cette concertation des phénomènes. Voilà, c'est une présentation un peu rapide de la notion, hein, mais que je trouvais importante pour la journée d'aujourd'hui, parce que, comme je vous le disais, je trouve que c'est un outil très intéressant, et puis ça fait une 40aine d'années que la notion a été développée. Donc, je trouvais que c'était intéressant de revenir dessus un petit peu. Alors, je ne vais pas trop rentrer là cet après-midi, puisqu'on a très peu de temps. C'est vraiment une présentation très courte sur la question. C'est plus pour ouvrir des questions, ouvrir des perspectives. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans des réflexions théoriques, mais je vais plutôt vous montrer à la place quelques expérimentations qu'on a pu faire sur la question, et qui, de fait, en fait, par leur réalisation, regroupent les questionnements, les problématiques associées à la question des ambiances sonores dans les espaces de travail. Alors là, vous avez à l'écran un petit rappel rapide, hein, quand même, de ces éléments qui, d'une certaine manière, englobent un peu tout ce que je vais vous présenter très rapidement, les expérimentations que je vais vous présenter rapidement. Mais l'idée générale, c'est ça, c'est de travailler les ambiances sonores au-delà de la simple focale acoustique, et donc d'essayer de chercher à penser les interactions sensorielles, donc comme je vous l'ai dit, thermiques, lumineuses, kinésiques, etc. Porter une attention particulière aux usages aussi, qui en fait, de fait, fabriquent notre manière de vivre l'espace. Tendre vers des conditions de possibilité plutôt qu'un contrôle. Donc là, on est plutôt, là encore, dans une vision d'un monde qui ne serait pas maîtrisable, mais sur lequel on pourrait plutôt avoir des influences, et on pourrait fabriquer des conditions de possible. Et puis, intégrer la dimension de l'expérience vécue. Alors, je passe très très rapidement. Quelques exemples, du coup, pour, on va dire, amorcer la question. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est une expérimentation avec des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble. C'est un sas acoustique. La problématique, c'est quoi? C'est en fait un espace ouvert entre deux grandes surfaces de bureaux. Alors, on voit peut-être pas forcément, on voit un petit peu sur le plan en bas à gauche, là. Voilà, il y a un espace en haut et un espace en bas du plan. Et au milieu, il y a ce sas, donc, du coup, qui a été installé. La problématique, c'est qu'on a une forte porosité sonore et visuelle entre les deux espaces. Et l'idée, c'est de couper, ou en tout cas de freiner les transmissions acoustiques entre les deux espaces, sans perdre pour autant la porosité visuelle. Donc c'était un peu ça l'enjeu. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait sur le dimensionnement du sas absorbant, pour qu'il soit à la fois acoustique, évidemment, hein, mais aussi kinésique, haptique, c'est-à-dire qu'il influe dans une certaine façon pour orienter les corps et pour orienter le regard. Et donc on conserve une porosité visuelle, mais vous voyez, il se déhanche un petit peu, et en se déhanchant, il va non seulement rajouter de l'absorbant, donc empêcher une partie de l'énergie acoustique de traverser, mais aussi orienter les regards et orienter les corps. Moi, c'est un exemple, hein, d'une des réalisations. Et l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est de penser des aménagements qui soient dédiés à des espaces. Là, c'est un autre exercice issu donc pas de la même année, mais du même enseignement, où là, on a travaillé plutôt sur un dispositif mobile, un format de cloison, et où l'idée, c'était de focaliser sur un dispositif multi-action, donc à la fois, comme je le disais, quelque chose d'haptique, donc qui dirige le regard et le mouvement, mais aussi acoustique, et qu'on sorte du registre seulement absorbant,
donc des matériaux absorbants, et qu'on essaye d'aller au-delà, c'est-à-dire en fabriquant quelque chose de dense, un peu lourd, qui isole, mais surtout de faire de l'absorption par des résonateurs et des membranes. Donc en fait, c'est un corps un peu creux, avec, vous voyez, les petites lamelles font effet résonateur pour absorber certaines fréquences, et puis on a derrière toute une membrane, donc en OSB, qui permet d'absorber les basses fréquences, parce que c'est justement des espaces où on a constaté, dans les salles de classe ou dans les bureaux, on a constaté qu'on avait des fortes résonances dans les basses fréquences. Et que quand on est dans les nouvelles modalités de pédagogie et de travail, on a souvent beaucoup de travail en groupe, désormais. Et donc, ils génèrent des brouhahas pas forcément agréables dans ces zones de fréquences. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé cette année-là de travailler sur les membranes et les résonateurs. Et donc on a là encore une articulation, hein, des sens, comme je disais, par le potentiel haptique, le potentiel de séparer visuellement, d'améliorer en tout cas le confort acoustique de la pièce. Et puis, vous voyez, une dimension variable ou modulaire qui fait qu'on peut le déplacer, mais on peut aussi le détacher. Et puis, il y a c'est pas une paroi droite, donc on a des endroits où on peut voir quand on est debout, des endroits où on peut ne pas voir quand on est debout, etc. Donc on peut se mettre un peu plus en retrait, etc. avec ce dispositif. L'avant-dernier exemple que je voulais vous montrer, là, c'est plus issu d'une expérimentation qui a eu lieu d'ailleurs pendant l'année dernière, pendant la semaine du son, où on a réalisé des prototypes. Donc là, c'est pas avec des étudiants, c'est plus avec des professionnels interdisciplinaires qui souhaitent se former sur la question du sonore et les méthodologies du créson. Et l'idée, là, c'était vraiment de penser un espace d'accès, de transformer un accès à une pièce en essayant d'articuler les effets et les perceptions. Donc, l'objectif, c'est à la fois un rapport kinésique, c'est-à-dire que vous voyez, il y a une paroi inclinée d'un côté avec un enchaînement de plusieurs marches, qui génère un effet, qui génère un rapport à ce seuil, pardon, que l'on va passer. Et puis on a en face une paroi en laine, c'est de la métisse, donc la laine de coton, donc très, très absorbant dans les hauts médiums et dans les hautes fréquences. Et puis elle est agencée d'une certaine manière que quand on passe à l'endroit du goulot, là qu'on voit sur les photos, en fait on a juste la place de passer un corps, et donc on a un rapport tactile avec ce matériau, qui est très doux, très agréable, parce que du coup c'est pas du tout irritant, c'est pas comme de la laine de verre, hein, c'est du coton en fait. Et donc c'était jouer de ces articulations-là lumineuses, kinésiques et sonores, puisqu'on recrée un sas un peu comme tout à l'heure. On reprend l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire un sas absorbant qui fait qu'on n'entend absolument pas ce qui se passe dans la pièce. Et quand on passe le seuil, on a un effet de seuil, en fait, clairement, qui s'opère, et tout à coup, on débarque dans un nouvel environnement, dans une nouvelle ambiance acoustique. Je vais passer rapidement là-dessus. Une dernière, j'ai plus trop de temps, mais voilà, ça c'est un autre dispositif qui essaye d'articuler là encore les problématiques que j'abordais tout à l'heure, c'est-à-dire les problématiques des basses fréquences et des médiums, en déployant une membrane. Alors elle n'est pas très très grande, donc du coup elle n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, les résonateurs simples, hein, vous voyez, c'est juste des barreaux qui permettent de fabriquer des goulots en fait, et derrière on a du vide. Et ben, change quand même la qualité acoustique de l'espace. En fait, c'est une salle de visio où à la base c'était un studio pour travailler le son dans notre laboratoire. Et puis on avait ce souci d'une certaine fréquence qui n'était pas très agréable en termes notamment quand on avait des discussions en réunion. Donc c'est vraiment devenu un espace de travail particulier. Et le dispositif là règle une partie du problème acoustique, et en plus vient fabriquer une sorte de niche un peu plus mate pour le canapé, et se déhanche pour laisser passer la lumière. Vous voyez, il y a deux bandeaux lumineux, c'est des lumières naturelles en fait, c'est des fenêtres en bandeau, et il y en a une qui est devant et une qui est derrière le dispositif, et donc le dispositif se déhanche comme ça de côté. Donc là encore, on essaye d'articuler un petit peu les usages et les sens. Et puis très, très vite, je voulais ouvrir tout ça sur une réflexion, puisqu'on parle de nouveaux espaces de travail.
Et là, je vous ai mis en illustration le laboratoire Digital RDL de l'ENSAG, donc de l'école d'architecture de Grenoble, qui est coordonné par Philippe Livneau, et dans lequel on travaille en fait avec les étudiants, notamment sur le continuum conception-fabrication. Et donc, on passe, comme vous pouvez le voir sur les photos, par différentes phases. Les esquisses, les maquettes, le prototypage, les évaluations métrologiques. Là, on voit qu'il y a des évaluations acoustiques sur une des photos. Les évaluations plus sensibles par l'expérience, par le prototype à l'échelle du corps, les rendus aussi, les temps d'échange entre enseignants, étudiants, les réunions entre enseignants ou entre chercheurs, etc. Donc on manipule de cette manière, dans cet espace-là, différentes échelles qui impliquent des machines, hein, là encore de l'ordinateur portable en passant par la petite imprimante 3D jusqu'au gros robot CISAC, ce que vous voyez sur les photos. Et tout ça dans un espace qui est en fait un espace unique, quoi. C'est un espace un peu commun à tout ça, et qui accueille de fait différentes temporalités, différents usages, différentes modalités de travail, mais qui aussi les fait cohabiter, avec toutes les questions acoustiques que ça implique, hein, vous vous en doutez bien. Travailler avec les machines, être nomade, avoir un bureau, ne pas avoir de bureau, etc. Et puis la dimension modulable de certains espaces, qui peuvent un jour être un espace de construction et le lendemain un espace de présentation, par exemple. Ça, c'est typiquement pour moi un espace de travail qu'on peut qualifier de nouveau, qui est là, en l'occurrence axé sur la pédagogie et la recherche, mais qu'on retrouve aussi dans des contextes privés opérationnels, avec les coworking, Fab Lab, certaines cellules de R&D en entreprise, etc. Et il y a là, il me semble, un vrai travail de réflexion, notamment sur les questions acoustiques, pour ces espaces très particuliers, où on va plus moduler les qualités acoustiques par la porte, le couloir, la salle de réunion, le box, etc. Et où d'ailleurs le son de la machine est parfois même moins une gêne que peut l'être la conversation téléphonique dans un open space, par exemple. Voilà, pile poil à 15 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère que c'était clair. Vous m'entendez? Non. On va demander, quand les intervenants viennent, on va faire le système d'enlever le masque, c'est peut-être plus sympa. Et plus compréhensible aussi, puisqu'on travaille sur l'intelligibilité, sur le confort acoustique, sur l'expérience sonore. Ben, je pense que le masque est un bon exemple de filtre. Voilà. Et on le conçoit très bien. On s'est notamment rendu compte que quand on porte le masque dans un espace bruyant, on crie, donc on risque d'envoyer plus de particules. Donc voilà, il y a des problématiques comme ça liées à l'expérience sonore qui peuvent être quelquefois inattendues. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Patrick Chevret. On va peut-être faire un petit test de son, justement, pour bien être sûr que Patrick puisse... Je suis là. Très bien. Bon, Vous m'entendez? à toi, Patrick, merci. Alors, je vais essayer de faire un fort retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? D'accord. Je vais essayer de partager mon écran. Je vais essayer de vous partager mon écran. J'ai pas l'habitude de ce système. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça y est. Parfait. Okay. Alors bon, moi également, je suis assez ravi d'être avec vous ici. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Ma présentation sera peut-être un petit peu moins ludique, j'en suis désolé, puisqu'elle va être orientée vers des aspects liés à des chiffres, liés à la normalisation aux travaux de l'INRS. Donc bon, je vais la faire assez courte, et puis si vous avez des questions d'ici une dizaine de minutes, ben, je serai ravi d'y répondre. Donc très rapidement, l'INRS, c'est l'Institut national de recherche, sécurité, santé au travail. Donc c'est un institut national qui est composé à la fois de chercheurs, de personnes qui travaillent pour faire des assistances en entreprise. Donc l'objectif, c'est de faire de la prévention contre les risques physiques et tout type de risques en entreprise. Et puis nous travaillons aussi énormément en normalisation, de façon à faire avancer les
les réglementations, mais en tout cas les recommandations qu'on peut faire dans les entreprises, et puis si ça peut aussi avoir un effet sur les réglementations, et ben c'est tant mieux aussi pour l'ensemble des salariés qui travaillent dans les entreprises. Donc, moi, je suis responsable du laboratoire d'acoustique de l'INRS, et nous travaillons sur cette thématique du bruit dans les espaces de bureaux ouverts, dans les open space, depuis une dizaine d'années. Alors, bon, je vais vous dire un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. La question qu'on peut se poser, en tout cas nous, qu'on se pose a priori, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur les bruits lésionnels, c'est est-ce que le bruit en open space rend sourd? Si on fait cette dichotomie entre ce qui se passe dans l'industrie et ce qui se passe dans le tertiaire, dans l'industrie, le BTP, là on a affaire très souvent à des bruits lésionnels qu'on va évaluer au travers de l'exposition sonore, avec des niveaux d'exposition qui sont en général, on va faire référence à une valeur d'action inférieure qui est 80 dB d'exposition sur 8 heures. Dans ce cas-là, il y a un risque de perte auditive, des pertes auditives qui peuvent être irréversibles également. À l'inverse, je dirais, ce qui se passe dans les bureaux ouverts est assez différent, puisque nous avons des niveaux de bruit qui sont bien inférieurs. Je vous présente ici ce petit histogramme qui montre un ensemble de mesures réalisées dans différents open space. Vous voyez que très rarement on a des niveaux qui dépassent 60 dB. Alors ça peut arriver, notamment quand on se trouve dans des halls d'accueil du public, des gares SNCF, etc. Mais la plupart du temps, on a des niveaux qui sont de l'ordre de 55 dBA. Donc on n'est pas dans les aspects lésionnels. Ça peut arriver, ça a pu arriver dans le passé lorsqu'il y a eu des problèmes de choc acoustique dans des casques téléphoniques, mais aujourd'hui on considère que c'est un problème qui est résolu, notamment par l'apport de nouvelles technologies et de limiteurs sur les casques téléphoniques. Par contre, le bruit a des effets qui s'évaluent en général sur le long terme et qui finissent par avoir des conséquences qui sont liées à une perte de sommeil, à du stress, à de la fatigue, une fatigue cognitive. Donc le bruit épuise sur le long terme. Lorsqu'on fait des sondages, on s'aperçoit que la plupart des gens qui sont interrogés rapportent le fait qu'ils sont gênés par le bruit qui est produit dans les open space. Alors souvent c'est un bruit de conversation qu'ils vont considérer comme intelligible. Donc on a ce problème de l'intelligibilité qui est majoritairement mis en avant par l'ensemble des salariés. Mais il faut quand même mentionner le fait que d'autres types de bruits, des bruits d'équipement, des bruits de passage, des bruits de ventilation, des bruits de sonnerie téléphonique sont souvent pointés du doigt par les salariés. Mais la plupart du temps, et on le trouve dans les normes, on fait un focus sur les paroles intelligibles. Alors, la réglementation, en général, pour le bruit, elle repose soit sur un arrêté de 1990, mais là qui va traiter de l'acoustique des locaux de travail et qui va interroger notamment la notion de décroissance acoustique dans un atelier en particulier. Et puis la réglementation va aussi s'appuyer sur un décret de 2006 qui parle, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, qui interroge sur l'exposition des travailleurs au risque dû au bruit. Alors, ce décret-là va fixer des valeurs d'action pour l'employeur, une valeur d'action inférieure, une valeur d'action supérieure et une valeur de limite d'exposition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les open space, on n'est pas du tout dans le cadre de la réglementation, si ce n'est que l'employeur a quand même une obligation d'action et de suppression au minimum, de suppression au maximum, on va dire, du risque, et en particulier la réduction
du bruit à la source. Mais en fait, la réglementation est très peu contraignante lorsqu'on va adresser la problématique du bruit dans les open space. Et c'est là que les normes, finalement, prennent le relais. Donc, ce sont des normes qui ne sont pas des normes d'application, hein, qui ne sont pas obligatoires pour l'employeur, mais qui ont une valeur quand même de recommandation. Alors, il existe des normes d'ergonomie, en particulier une norme d'ergonomie qui est la norme X35102, qui est assez ancienne, hein, finalement, qui a été issue en 1998. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des recommandations qui étaient faites sur le bruit jusque très récemment, là je vous parlerai tout à l'heure des normes qui ont été éditées récemment sur le bruit, et jusque très récemment, la norme qui faisait référence concernant le bruit, c'était cette norme d'ergonomie. Donc elle fixait tout un tas de choses, et en particulier pour le bruit, elle demandait à ce que le niveau de bruit ambiant soit inférieur à 55 dPA, elle demandait aussi à ce que la surface utilisée par les personnes soit inférieure à 11 mètres carrés dans un bureau collectif, et puis inférieure à 15 mètres carrés, supérieur à 11 mètres carrés par personne dans un bureau collectif et supérieur à 15 mètres carrés par personne dans un espace collectif bruyant. Voilà. Mais cette norme aujourd'hui est en cours de révision. Je pense qu'elle devrait être révisée d'ici un an ou deux. Elle va s'appuyer sur la norme NFS 31199, qui est une norme spécifiquement bruit, hein, une norme d'acoustique spécifiquement dédiée aux open space. Donc là, je vais vous en dire un mot de cette norme. Et là sur cette norme, je vous ai fait une liste qui est la liste exhaustive de toutes les normes qu'on peut trouver et qui sont applicables pour les bureaux ouverts. Donc elles ont différentes applications. Vous avez la norme NFS 31080 qui a été éditée en 2006. Donc ça, c'est une norme qui fixait des niveaux et des critères pour différents types d'espaces, avec 3 niveaux de performance, et on avait 6 types d'espaces de travail. C'était une norme qui était utilisée jusque très récemment, y compris dans les bureaux ouverts. Aujourd'hui, elle demande à être révisée, et elle va être alignée sur la norme NFS 31199, qui est aujourd'hui la norme de référence pour les espaces de bureaux ouverts. Vous avez la norme 3382-3 qui est une norme de mesurage. Donc, cette norme recommande à la fois une technique de mesurage et puis quelques valeurs cibles aussi pour une décroissance spatiale et rayons de distraction qui sont des grandeurs qui sont liées à l'intelligibilité dans le local, puisque je vous ai dit que l'intelligibilité, c'est une valeur très importante pour ce qui concerne la caractérisation des locaux des open space. Cette norme est en cours de révision et elle va sortir normalement courant d'année 2021. Le plus important pour nous aujourd'hui, en tout cas pour l'INRS, c'est une norme à laquelle nous avons beaucoup contribué, c'est la norme 31199, qui elle est une norme de conception et d'utilisation des espaces de bureau. Donc c'est très important le mot utilisation, puisqu'elle est basée sur une typologie d'espace ouvert. Elle fait une séparation entre 4 types d'open space, qui sont le centre d'appel, l'espace collaboratif, l'espace non collaboratif, et puis le hall d'accueil du public. Et pour chacun de ces espaces de travail, elle va proposer à la fois des indicateurs et des valeurs cibles pour ces indicateurs. Donc cette norme, elle est sortie en 2016 et depuis cette année-là, des experts internationaux travaillent à la fabrication d'une norme internationale basée sur cette norme française. Cette norme internationale, c'est l'ISO 10-22-955. Elle est totalement basée sur la norme française. Et normalement, donc elle est en enquête publique et elle devrait sortir, si tout va bien, elle devrait sortir en 2021. Donc je vous ai précisé que c'est vraiment la version internationale de la norme française. Et puis vous avez une autre norme qui est une norme de mesure, à nouveau, comme la 3382, et c'est une norme qui vise à évaluer la qualité des ensembles de mobilier avant de les présenter dans l'open space. Donc ça, c'est une norme
qui est une norme de laboratoire. Elle a pour vocation à définir la qualité d'atténuation du champ acoustique pour un ensemble de mobilier. Voilà. Donc, les principaux travaux de l'INRS depuis 2009, et c'est des travaux qui ont permis d'alimenter l'ensemble de ces normes. Nous avons réalisé un questionnaire, le questionnaire Gabo, qui est un questionnaire d'évaluation de la gêne, ça veut dire gêne acoustique pour les bureaux ouverts. Donc ça, c'est un questionnaire qui est à la fois, que vous allez trouver à la fois dans la norme française et dans la norme internationale. Il est utilisé en entreprise et permet d'avoir de faire des statistiques, je dirais, sur un ensemble de valeurs qui sont des valeurs de perception de l'environnement de travail par les salariés. Très récemment, nous avons développé un autre questionnaire, qui est un questionnaire FACT, qui veut dire fatigue acoustique sur le lieu de travail. Donc là, c'est un questionnaire qui vise à évaluer sur le long terme la fatigue cognitive dans l'environnement de travail. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous participons aussi à la rédaction, à la révision des normes. Nous avons aussi sorti un logiciel de prévision acoustique dans les bureaux ouverts qui s'appellerait Plus. Ce logiciel présente l'ensemble des indicateurs qu'on va retrouver dans les normes. On participe à des projets en CES, ANR. Nous faisons régulièrement des interventions en entreprise, à la fois pour faire l'évaluation du risque sonore, pour préconiser des solutions d'aménagement du bureau de travail, de l'espace de travail. On réalise des expériences, que ce soit des expériences en laboratoire, mais de courte durée ou de longue durée, pour évaluer soit la gêne auditive, soit la fatigue auditive sur une longue durée. Donc pour ça, on va recréer finalement une ambiance d'entreprise et on va évaluer différents facteurs sur la gêne ou sur la fatigue auditive. Et puis nous avons aussi conçu très récemment un exposimètre pour l'évaluation de la gêne liée au bruit de parole. Voilà un peu l'ensemble, un petit panorama de l'ensemble des travaux auxquels nous avons participé depuis 2009. Et puis nous allons un petit peu poursuivre dans cette perspective pour évaluer l'ensemble des nuisances physiques dans les bureaux ouverts, c'est-à-dire l'influence de l'éclairage, l'influence de la ventilation, etc. Alors, bon, là, je vais aller un petit peu plus vite. En fait, la conclusion de l'ensemble de nos travaux, c'est quoi? C'est de dire que finalement l'acoustique ne peut pas réaliser le travail seul pour l'évaluation et pour les préconisations de solutions d'amélioration. Donc, il nous faudra à la fois, pour contrôler cet environnement, pour contrôler le bruit en open space, il nous faudra à la fois l'intervention d'un acousticien qui, lui, va résoudre ces problèmes-là de façon relativement classique, c'est-à-dire en essayant d'apporter des solutions pour le local, pour le mobilier, pour l'aménagement, et puis de traiter aussi les sources sonores. Et pour cela, il va s'appuyer sur les normes, en s'appuyant sur des indicateurs comme le temps de réverbération, la décroissance, etc. Pour nous, ce qui est important, c'est d'aller plus loin et c'est de s'appuyer sur les compétences d'ergonomes ou de psychologues du travail qui vont pouvoir analyser l'activité, travailler sur les tâches réalisées, c'est important. Et puis, c'est ce qui ressort aussi, ce qu'on voit apparaître dans ces normes dont je vous ai parlé, d'analyser l'intelligibilité, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'intelligibilité au poste, est-ce qu'on a besoin d'intelligibilité ou non d'un poste proche à un poste beaucoup plus loin, quelle est l'importance du travail collaboratif, le besoin de concentration, le besoin d'isolement, et tout ça doit arriver en cohérence et en collaboration avec le travail de l'acousticien. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interviews, des questionnaires. Vous en avez parlé tout à l'heure avec le questionnaire Gabo et le questionnaire FACT. Et puis, on fait participer l'ensemble des salariés afin d'avoir un meilleur retour de la perception de l'ambiance sonore dans le local. Au final, nous avons construit une démarche collaborative en 4 temps. Donc, cette démarche, elle consiste, alors ça c'est pour le préventeur, celui qui va aller en entreprise, celui qui va faire l'évaluation et qui va faire ses préconisations. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire d'abord une observation de l'environnement physique de travail, une évaluation simple.
C'est un niveau simple d'analyse. Ensuite, il va devoir faire une analyse de l'activité. Donc, pour cela, avoir besoin de compétences en ergonomie et en psychologie. Donc, ça, la psychologie, ça va être plus pour le troisième thème, hein, qui est l'évaluation de la perception de l'environnement. Il va s'appuyer sur des questionnaires pour faire cette évaluation. Et puis, in fine, des mesures acoustiques de façon à avoir une connaissance précise et objective de la qualité acoustique locale. Donc, c'est en utilisant l'ensemble de ces 4 points que le préventeur, selon nous, va pouvoir apporter des solutions pertinentes pour l'espace de travail, donc à la fois de l'ergonomie, de la psychologie et de l'acoustique. Pour nous, c'est indispensable et qu'une simple approche acoustique ne permet pas d'apporter des solutions pertinentes. C'est un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver. C'est la nécessité d'une approche globale, holistique, pour pouvoir faire la meilleure évaluation et les meilleures préconisations pour que le salarié puisse vivre avec le meilleur confort possible dans son environnement de travail. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop long, je n'ai pas du tout regardé le chronomètre. Donc... On a pris un petit peu de retard, mais on va essayer de rattraper. Merci beaucoup, c'était très complet et je pense que ça nous permet déjà de voir tout le travail qui se fait dans ce domaine-là. Alors on va continuer à rentrer dans des choses un petit peu techniques et puis ensuite on va sortir, on va essayer d'ouvrir un petit peu, puisqu'on est dans une école de design, avec des approches plus esthétiques, plus productives, plus créatives. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Hugo Dujourdi qui va nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on signifie quand on parle d'acoustique dans les espaces de travail. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si c'était enregistré. C'est enregistré ou pas? Je sais pas. C'est pas que vous l'avez. C'est enregistré ou pas? Roland? Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si c'était enregistré. Non, c'est pas enregistré. Mais c'est le film est visible en fait sur la web télé. Donc, alors je vous invite. Alors là, j'ai un petit souci avec l'écran encore. Je vous invite, si vous voulez pouvoir suivre cette présentation, à vous rendre sur le site de la Semaine du Son. Je vais essayer d'y arriver quand même. Où il y a une retransmission vidéo. Et cette retransmission sera enregistrée et accessible pendant toute l'année qui vient, comme toutes les vidéos de la Semaine du Son. Donc, non, c'est... Enfin... C'est nous. Pardon. Ok. C'est arrivé. Un peu compliqué parce que c'est à l'envers. Voilà, on va y arriver. Je ne suis pas très exercé pour l'exercice de météo, où il s'agit de glisser des fenêtres vers la gauche en les glissant vers la droite. Voilà. Si j'ai partagé l'écran. Est-ce qu'en vidéo, vous avez des écrans qui facturent? Partage. Une bonne question. J'ai trouvé j'ai vraiment bouclé. Qu'il faut effectivement. Je vais remettre la visio ici. Partager l'écran.
que les personnes qui sont en visio puissent... Et tu vas en pleine présentation. C'est ça? Je vois pas du tout. Ouais, oui, c'est ça, là. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Roland. Je suis Hugo Dujordi, chercheur et ingénieur en acoustique des open space, enfin, du travail, des salles de travail. Et je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de la Semaine du Son pour cette conférence. Alors Roland me propose d'enlever mon masque. D'accord. Donc merci aux organisateurs de la Semaine du Son. Ma présentation, dans ma présentation, je vais commencer par présenter quelques concepts clés de l'acoustique des espaces clos et essayer d'être un peu pédagogique. Et puis, je présenterai ensuite quelques résultats de recherche que nous avons obtenus sur la diffusion et l'absorption dans les open space à l'Institut Jean-Leron d'Alembert. Et je terminerai par présenter quelques enjeux et solutions préconisées dans les espaces de travail et les open space. Donc, voilà, pour commencer, on va s'imaginer dans un petit espace clos avec deux haut-parleurs qui émettent donc un son bref. Et ce qu'on peut observer en haut à gauche, c'est le niveau sonore reçu par l'auditeur situé au milieu de cette salle, donc sous la forme d'un trait rouge dans ce graphique qui représente le niveau sonore en fonction du temps. Et puis le son va se propager dans cet espace et va se réfléchir sur les parois, donc le mur, le sol, le plafond. Et l'auditeur va pouvoir percevoir de multiples réflexions, comme on peut le voir en bleu, sur le graphe du milieu. Et au bout d'un certain temps de mélange, les réflexions vont devenir assez diffuses, et c'est ce qu'on voit en vert sur le graphe du bas, c'est le champ réverbéré. Donc ça, c'est une petite simplification. Mais en fait, vous pouvez voir sur le graphe d'en haut à droite des mesures en niveau de pression. Et donc, ils peuvent prendre des valeurs négatives. Et donc, il y a deux courbes différentes qui représentent deux espaces totalement différents au niveau acoustique. Un open space à gauche et l'église de Souvigny à droite. Et donc, on voit tout de suite une grosse différence au niveau de la réverbération, notamment dans l'église, puisque c'est un espace volumineux avec des surfaces dures, et donc on a une réverbération longue. Ce qu'on peut observer aussi sur la partie gauche dans l'open space, c'est des réflexions qui émergent particulièrement de la partie réverbérante. Et donc ces réflexions qui émergent, et on voit également le champ direct sur les deux graphes qui arrivent. Alors, comme on fait de l'acoustique, on fait du son, c'est intéressant d'avoir quelques éléments sonores. Et donc j'ai cette vidéo de l'université Aalto en Finlande qui présente des panneaux réfléchissants qui s'intercalent dans un espace par rapport au champ en direct. Alors la vidéo est en anglais, mais la voix off décrit ce que vous allez pouvoir observer et écouter. Hop. Son.
Cette vidéo en fait est une oralisation, c'est-à-dire que tout est fait informatiquement. Donc l'intercalage des panneaux réfléchissants, vous le verrez, en fait est fait virtuellement. J'ai plus accès à rien. Alors. Ok. Ça marche? Ouais. Problème d'écho. Ici, non. Je précise qu'on avait fait un test avant le début et que ça fonctionnait, donc il y a une forte chance qu'on y arrive. Ça m'a l'air bien. Donc, normalement, My voice is recorded in an anechoic chamber, and now you are hearing only the direct sound without any acoustics or on va essayer. in a concert hall. Ouais. C'est faible. Est-ce que tu peux remonter? Bon. On a un souci. We cover the walls with diffusers. So the temporal sound. My voice is weaker. Now we add more lateral, temporal, envelope preserving reflections, less than 30 milliseconds after direct sound. And you are hearing hints. About the space around me. My voice is recorded in an anechoic chamber, and now you are hearing only the direct sound without any acoustics or reflections. In a concert hall, flat surfaces made out of concrete reflect the sound, resulting in much louder and stronger sound. However, if we cover the walls with diffusers which distort the temporal envelope of sound, my voice is weaker. Now we add more lateral, temporal, envelope preserving reflections, later than 30 milliseconds after the direct sound, and you are hearing hints about the space around me. Again, the temporal envelope distorting reflections render the sound weaker. In contrast, when these later reflections are coming from the same interaural direction with the direct sound, my voice is more coloured and may be perceived as more distant. With the late reverberation of a real concert hall, the change in direction and type of reflection are still perceived while the delays are not changing. Finally,
we demonstrate the influence of early reflections with 2 music excerpts. Ok, donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, en fait, il y a deux choses intéressantes. C'est que d'une part, la présence l'ajout de parties diffusantes sur les panneaux modifie sensiblement le son. Et d'autre part, la position de ces réflecteurs joue un rôle aussi assez important. Qu'est-ce qui marche pas? Ça, c'était pour la partie un peu pédagogique qui permet de ressentir, enfin de voir ce qui peut être perçu à travers ces schémas et ces réponses intuitionnelles. Merci Roland. Et donc, donc dans la suite, qu'est-ce qui permet de juger de la qualité d'un espace? Donc les acousticiens utilisent différents indicateurs, notamment l'intelligibilité, mais aussi, entre autres, ce type d'indicateurs qui sont les décroissances spatiales ou les décroissances temporelles. Alors, la décroissance temporelle, c'est le temps que va mettre le niveau sonore à diminuer. Donc on peut voir ici dans la courbe en fonction du temps ce niveau sonore qui décroît et il est normalisé. Il y a un indicateur qui est normalisé qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le TR60, donc c'est sur une décroissance de 60 dB. Ensuite, la décroissance spatiale, elle, peut-être un peu plus difficile à appréhender, c'est la décroissance par rapport à la source, par rapport à une distance par rapport à la source. Et ce qu'on peut voir sur le graphe de droite là, c'est que dans une salle non traitée acoustiquement, la décroissance, la courbe en noir, la pente va être plus faible que dans un espace traité, c'est la courbe en vert. Et si carrément on enlève les parois, c'est-à-dire qu'on est en champ libre, en free field, là on a la courbe en rouge. Et donc les normes donnent des valeurs, proposent des valeurs pour juger de la qualité acoustique des open space. Donc la 31189 donne environ, en fonction des types d'activités effectuées, des valeurs de 0,6 secondes pour le TR et de 7 dB pour le D2S. Alors, je vais maintenant vous présenter les quelques résultats de recherche effectués à l'Institut Jean-Leron d'Alembert. Donc c'est un modèle informatique qui est dédié aux open space et qui permet de modifier les coefficients de diffusion de parois et les coefficients d'absorption. Quand je dis diffusion de parois, en fait, je fais référence à la capacité d'une paroi à diffuser l'onde sonore dans toutes les directions. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir sur le petit schéma de droite, une onde sonore qui va se réfléchir sur un mur en fonction de sa fréquence et en fonction de la dimension des éléments du mur, on aura ou non la diffusion, et cette diffusion pourra être simplement se faire sur les arêtes ou d'une manière de réflexion sur les formes de la paroi. Alors, au niveau des résultats des recherches, vous pouvez voir ici donc une décroissance temporelle qu'on a vue, c'est celle qu'on avait vue avec le temps de réverbération, le TR60. Et donc ce qu'on peut observer, c'est que quand on augmente le coefficient de diffusion, la pente de la décroissance augmente, ce qui paraît logique. Et quand on augmente encore le coefficient de diffusion, la pente continue à augmenter, mais finalement, cette pente, la pente de cette décroissance est limitée, et en fait on observe la même chose pour le coefficient d'absorption. Donc un des résultats de ce travail, c'était que il y avait une symétrie entre l'absorption et la diffusion. On observait des résultats similaires pour la décroissance spatiale,
mais sans cette limitation qui montrait que en fait, c'était le plus petit des coefficients de diffusion et d'absorption qui limitait la décroissance temporelle. Ça, c'était les résultats qu'on avait obtenus. Alors maintenant, pour parler des solutions préconisées dans les open space, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les open space, on n'a pas de paroi, on n'a pas de mur, je veux dire. Et donc ça pose certains problèmes pour les préconisations acoustiques, pour la recherche, pour étudier la qualité de ces types d'espaces. Alors, on a l'habitude de préconiser donc des mobiliers ou des écrans. Donc, d'un point de vue global par rapport à l'espace lui-même, on va préconiser de l'absorption sur les parois ou moins de la diffusion, c'est moins habituel. Et au niveau local, on va proposer des mobiliers qui aient des propriétés acoustiques et par exemple des cloisonnettes disposées sur les bureaux. Donc, en termes d'enjeux, je fais vite parce qu'on a perdu du temps malheureusement. En termes d'enjeux, et donc je finirai avec ce slide. Ce qui a été intéressant et qui a été développé dans la norme 31-199, c'est une prise en compte de types d'activités dans les open space et aussi donc, ce qui serait nécessaire de prendre en compte quand on est space planner ou quand on est acousticien et qu'on conçoit un open space, c'est la spécificité de l'espace par type d'activité, et notamment de mettre en place des espaces de repli, et puis bien sûr de sensibiliser les utilisateurs au niveau de la gêne acoustique. Et puis je voudrais conclure sur un élément qui m'a intéressé, c'est l'adaptation segmentée. C'est lié à ce qui a pu être démontré à travers différentes recherches. C'est les interférences liées à par exemple dans un espace collaboratif, ce qui peut gêner en fait, c'est les autres bruits de voix alors qu'on est soi-même en train de parler. Donc c'est ces interférences-là d'activités similaires qui ressortent comme étant les plus gênantes. Et ça me fait penser à l'adaptation segmentée des espèces habitant dans les biotopes, qui a été démontré par Bernie Krause, qui est un naturaliste, à travers le concept de biophonie, qu'on peut voir sur le spectre à droite, que en fait chaque espèce utilise un canal acoustique particulier, et de cette manière-là, ils ne sont pas en interférence. Je voulais ouvrir un peu sur cela en montrant que peut-être, voilà, en partant sur ce chemin-là, il y avait peut-être des choses aussi à réfléchir. Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà. Présentation. Minutes. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter brièvement le projet de la chaire S'entendre. C'est un projet d'expérimentation, de recherche qui est mené à l'ENSI des Ateliers, au Centre de recherche en design de l'ENS Paris-Saclay et de l'ENSI Les Ateliers, donc, qui a été créé récemment. Et donc, de quoi parle cette chaire? Alors, de s'entendre, voilà, c'est au double sens du terme.
Et donc, le centre de recherche en design de l'ENSI Les Ateliers et de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, en fait, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est l'idée qu'on va pouvoir faire de la recherche en design, par le design, avec le design. Et en particulier, c'est une approche où on va essayer d'équilibrer la connaissance, la recherche de nouvelles connaissances par le projet, et le projet lui-même en tant que projet de recherche pour essayer de créer des nouveaux objets, des nouveaux usages peut-être, de les solliciter ou de les expérimenter. Et c'est la vocation de ce centre qui vient d'ouvrir. Alors là, on voit la photo de l'atrium de l'ENS Paris-Saclay qui a été créé par Renzo Piano, qui est un très beau bâtiment avec un grand jardin intérieur et ses espaces magnifiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va réunir des designers donc, qui font du design d'objets, de mobilier en particulier, mais aussi de services, de dispositifs. Et là, le terme de dispositif renvoie à la fois à des méthodes, mais aussi à des objets ou à des techniques, à des objets techniques. Donc c'est comment est-ce qu'on accorde en fait de manière interdisciplinaire ces questions-là, avec des questions acoustiques comme celles qui ont été évoquées précédemment, et puis en travaillant avec des fabricants, avec des personnes qui créent des objets, et en particulier autour des questions de mobilier. Et ensemble, on va chercher comment mieux s'entendre au travail. Ça veut dire s'entendre quand on s'adresse les uns aux autres, mais aussi peut-être ne pas s'entendre quand on ne veut pas s'adresser les uns aux autres. Et plus les situations de travail nouvelles se complexifient, plus les situations se multiplient et les questions d'acoustique peuvent se trouver de plus en plus pertinentes. Donc par exemple, vous avez tous expérimenté récemment le travail à la maison, et on sait que pour certains, le bruit peut être une vraie difficulté. Mais c'est également le fait dans des nouveaux espaces de travail, comme les flex office, on en parlera sans doute tout à l'heure, et ou dans les Fab Labs, comme il y a à l'ENSI, c'est-à-dire des endroits où il y a à la fois les élèves qui sont avec leurs ordinateurs en train de rédiger leur mémoire, et puis dans la même pièce, ou juste à côté, quelqu'un qui est en train d'usiner, de fabriquer, de marteler, etc. Ou de faire de l'impression 3D. Alors comment on fait ça? Nous, on veut essayer de décrire l'expérience sonore souhaitée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se projeter auditivement? Comment on peut, non pas imaginer, mais aussi sonaginer, c'est-à-dire imaginer auditivement ce qui va se passer dans l'espace qu'on va créer ou dans l'espace qu'on va aménager. Et pour faire ça, en fait, on a besoin d'outils. Donc ces outils, c'est des notions, des critères d'évaluation, et puis des descripteurs qui vont nous permettre de mesurer, de dire, voilà, si je fais telle action, je vais réduire de temps ce type de nuisance, où je vais pouvoir m'isoler de temps, et trouver des qualificatifs communs à tous ces acteurs. Et donc, pour faire ça, dans le travail de la chaire, on espère pouvoir développer des approches, des méthodes et des outils qui vont permettre à plusieurs acteurs, des décideurs, des équipes de travail et des individus, à ces trois échelles, c'est-à-dire le patron, l'entreprise, qui va décider d'un aménagement, l'équipe de travail qui va se consacrer à une tâche particulière, dans un endroit particulier, qui va pouvoir décider au sein de l'équipe comment organiser les choses, et puis les individus au travail eux-mêmes, qui vont pouvoir adapter, par exemple en prenant une posture particulière pour téléphoner, ou en ayant un petit élément supplémentaire qui viennent les aider à pouvoir garder un petit peu d'intimité. Voilà, alors tout ça, c'est pour l'instant beaucoup d'idées, des projets de développement, de la recherche, des mesures, de l'évaluation. Et ça va s'incarner, ça va se développer par ce qu'on appelle un état de l'art, donc on vous en parlera tout à l'heure. Un projet d'un laboratoire ou d'un atelier chez Klein, dans lequel on va pouvoir à la fois prendre conscience, tester, faire l'expérience de l'acoustique des espaces de travail, et puis ensuite pouvoir préconiser de quoi on a besoin, c'est-à-dire pouvoir se projeter auditivement et améliorer, en fait, jusqu'à ce qu'on trouve les bons ajustements sur le type de mobilier, sur le type d'environnement, sur le type d'accessoires, etc. Ça se fait également avec des projets à l'ENSI Les Ateliers, avec notamment un groupe d'élèves qui travaillent en ce moment
sur des mobiliers d'espaces de travail et sur des objets aussi et sur des services. Et puis, il y a l'idée d'une approche participative dont je parlais avant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est descendant, mais on va travailler avec les personnes au travail pour essayer de voir comment elles attendent des améliorations, quel type d'amélioration, comment on peut les produire. On va écrire un livre blanc, alors ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que ce soit un outil au service de tous. Ça va aussi s'incarner dans des projets de création industrielle, mais aussi dans un travail de vulgarisation, c'est-à-dire d'explication, de simplification des process qui sont très complexes au niveau de l'acoustique et dont on souhaite en fait se faire des porte-paroles. On espère pouvoir faire en sorte, avec du graphisme, avec de la parole, avec de la vidéo, avec des outils auditifs qui nous permettront de se projeter dans l'expérience auditive, de pouvoir vulgariser, faire comprendre ces notions, ces méthodes, ces outils, avec le langage graphique. Et donc, on va vous présenter très brièvement quelques idées qu'on développe dans le cadre de cette chaire, avec l'état de l'art pour commencer, et puis ensuite le projet du laboratoire qui s'appelle LEB 5.0. On va très vite. Bon, en fait, c'est pas mal alors. Bon, tu m'as déjà enlevé le sujet. J'espère que les questions seront nombreuses. Bonjour à tous, donc nous sommes Alba et Anne-Cécile. Nous allons vous parler très très brièvement de notre travail d'état de l'art dans cette chaire S'entendre. On va d'abord parler de ce que c'est que de faire un état de l'art par le design, puis on va parler de notre travail de classification des données, puis enfin de notre utilisation des scénarios d'usage pour compléter cet état de l'art. Bon, alors c'est la semaine du son, on est à l'ENSI, on travaille sur un état de l'art sur le mobilier acoustique. Qu'est-ce que c'est de faire un état de l'art par le design? Alors Alba, je te laisse te présenter. Donc moi je suis Alba Diaz-Strom et je suis designer produit et directrice pédagogique et enseignante pour les classes anglaises à l'ISA, une école de design. Et moi, donc, je suis Anne-Cécile, designer produit, et je vais bientôt commencer une thèse sur le réemploi des matériaux acoustiques. Alors, ce travail d'état de l'art, c'est le tout premier travail dans les objectifs de la chaire. C'est un travail sur lequel la suite va sans doute s'appuyer. Et notre premier rôle à nous, c'est de faire un travail écrit qui va synthétiser l'état de l'existence sur le mobilier acoustique dans les espaces de travail. Donc, ça signifie à la fois qu'on va faire une plongée dans la littérature scientifique, et un benchmark des solutions qui existent. Or, il n'existe pas beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet spécifique du mobilier acoustique, mais ça vient en abondance quand on adresse le sujet connexe de l'acoustique dans les espaces de travail dont on a entendu parler plus tôt. Et puis pour ce qui concerne le benchmark, à l'inverse, les produits existants sont très très nombreux et il est impossible d'en faire un panorama exhaustif. Pardon. Donc notre rapport à ce travail en tant que designer, c'est de faire un travail de recherche qui est d'une part orienté vers les usages et d'autre part un travail de recherche créative. Et notre culture de designer combinée à celle des autres acteurs de la chaire, donc les industriels, les acousticiens, permet d'avoir une approche complète du mobilier acoustique dans les espaces de travail. Alors en ce qui concerne la classification des données, afin de gérer et de trier toutes les données qu'on a récoltées sur les mobiliers acoustiques, nous avons choisi de faire un tableau sur une plateforme en ligne de collaboration qui s'appelle Miro. Et sur cette vue rapprochée du tableau, vous pouvez voir que nous avons mis les fabricants en ordonnée et les types de produits en abscisse. Immédiatement, pour nous, ça a été la manière la plus pratique d'avoir une vue générale de notre benchmark. Et ici, chaque produit fait l'objet d'une fiche produit, que vous pouvez voir également, où nous avons inscrit des informations diverses sur les produits en question. Donc ce travail, il nous a permis de constituer une base de données importante, ce qui est la base d'un état de l'art, que nous souhaitions remettre en forme et catégoriser selon d'autres critères que la marque et le simple type d'objet. Pour cela, on s'est appuyé sur la norme dont a parlé Patrick tout à l'heure. Oui,
Juste pour refaire un tout petit point là-dessus qui est assez intéressant, c'est que le tableau a aussi permis de relever les stratégies et les tendances des différents fabricants qui existent et qui travaillent dans le domaine aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, soit avec un travail global sur tous les types de mobilier, ou plus spécifiquement sur un certain type. Et donc, comme on est designer et on s'intéresse aux usages, la norme NF 31199 dont a parlé Patrick Chevret et plusieurs autres personnes, d'ailleurs plusieurs autres intervenants, a été particulièrement intéressante puisque elle décrit les caractéristiques acoustiques et les besoins acoustiques par rapport à 4 typologies d'espaces, les centres d'appel, les espaces à activité collective, collaborative et... oui, pardon. Non, les espaces à activité faiblement collaborative et les espaces d'accueil. Et va décrire les caractéristiques par rapport à 3 échelles différentes. Le poste à poste, donc la personne et son voisin, et le plateau. Et donc, par exemple, la norme explique que dans les cas des espaces collaboratifs, nous allons vouloir une très bonne intelligibilité de poste à poste. Donc, on va vouloir qu'entre une équipe, on puisse très bien comprendre la conversation qu'on va avoir, alors que pour les espaces des centres d'appel, on va vouloir au contraire diminuer l'intelligibilité pour avoir moins de gêne, moins de distraction. Voilà. Et donc, voilà, oui. Donc voilà, on s'est appuyé sur ces 3 échelles-là. Alors pour le poste à poste, par exemple, on a catégorisé toutes les données de mobilier en plusieurs catégories. Donc ici, vous avez par exemple les structures acoustiques dans lesquelles on retrouve les totems, les écrans, les cloisons acoustiques, des greffes acoustiques et le mobilier acoustique, donc les bureaux, le fauteuil, etc. Mais ces catégories-là peuvent aussi faire partie de d'autres échelles d'espace, notamment les structures acoustiques qui peuvent à la fois diviser l'espace mais aussi corriger l'espace au niveau du plateau. Voilà. On voit tout à droite de l'écran les capsules de réunion qui, elles, servent vraiment uniquement à s'isoler dans l'espace et qui n'ont pas du tout vocation, par exemple, à corriger l'espace au niveau du plateau. Donc voilà comment on a établi nos catégories. Et si la norme va décrire 4 typologies d'espace, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de typologies qui sont émergentes et qui commencent à s'instaurer, notamment le Activity-Based Workspace ou les Flex Office, donc ils vont regrouper une multiplicité d'activités au sein d'un même espace, et donc on va devoir subdiviser des zones par rapport à des activités. Ces espaces posent beaucoup de questions et remettent en question justement la norme. On a aussi des typologies comme un espace qui est généralement pensé pour des activités collaboratives, mais qui va avoir des poches, des capsules insonorisées, soit pour faire encore plus de bruit, soit pour appeler ou être en silence. Et finalement, la dernière typologie que l'on connaît très bien aujourd'hui, qui est l'espace de travail qui va être plutôt utilisé pour de la collaboration, et toutes les tâches plus de concentration vont être faites à la maison en télétravail. Et évidemment, ces 3 cas d'études sont des terreaux à imaginer des nouveaux projets de design.
Pour finir la présentation et vous illustrer aussi comment ces objets, ces produits qu'on a pu collecter à travers ce benchmark peuvent se mettre en œuvre et s'agencer dans l'espace, on vous propose de vous illustrer un cas d'étude qui est celui des postes adjacents, donc qu'on peut retrouver notamment pour les centres d'appel, où on va vouloir pas entendre ou pas bien comprendre la conversation de son voisin, ou encore dans les espaces faiblement collaboratifs. Donc là, nous avons nos deux personnages qui sont face à face et qui vont avoir leur conversation téléphonique. Pour atténuer et diminuer l'intelligibilité de leur conversation, nous pouvons par exemple rajouter un écran, une cloisonnette entre les deux bureaux. Et ici, deux facteurs vont être assez importants. L'auteur de la cloisonnette et la nature de cet objet-là. Il devra être fabriqué avec des matériaux absorbants et des matériaux massiques. Mais nous voyons bien sur notre image qu'il y a un effet de réflexion sur le plafond et même sur le sol. Donc nous allons devoir rajouter un élément de suspension absorbante qui va nous aider. Nous pouvons encore aller plus loin et prendre en considération la direction de la voix et donc imaginer un nouvel aménagement, une nouvelle orientation des bureaux qui va prendre en compte ce facteur-là. Et finalement, si on part encore plus loin à une plus grande échelle, nous avons le plateau où il faut prendre en considération les réflexions latérales sur les murs ou sur les vitres. Et on pourra rajouter un rideau pour pallier à tout ça. Donc, pour conclure. Voilà, pour conclure, c'était un tout petit aperçu de notre travail. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas, évidemment. Voilà. Non, mais c'est parfait. Tout à l'heure, ça a marché, je pense qu'il y a un petit... Comment rentrer. Donc, bonjour, nous sommes Marie-Simon Thomas et Valentine Maupetit. Et on est tous les deux designers et on va brièvement, de la même manière, vous parler du projet du laboratoire acoustique dans le nouveau showroom de Clem. On va être rapide parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, juste pour introduire, en tant que designer, on se place dans ce projet entre les acousticiens et les spécialistes de toutes les questions d'aménagement des espaces de travail, et finalement les acheteurs et les utilisateurs qui n'ont souvent très peu de connaissances sur le sujet de l'acoustique. Notre but, c'est de rendre les choses plus compréhensibles, plus évidentes. Donc la demande, c'était de façon assez concrète de créer un espace dédié à la mise en avant des qualités acoustiques des produits Clem. Et donc on a commencé par observer bien sûr l'existant. Et on s'est rendu compte que, mis à part donc, les graphiques scientifiques qui sont toujours présentés avec les produits, les compagnies avaient du mal à montrer, à nous prouver l'efficacité de leurs produits. On s'est arrêté quand même sur un exemple qu'on a trouvé intéressant, c'est la compagnie Kaimi, une compagnie italienne, qui, lors de showroom, nous fait entrer dans une salle en métal, en fait, donc qui est très réverbérante, on l'entend directement à l'oreille, et qui vient comme ça tirer un rideau acoustique, un de leurs matériaux, et on entend tout à coup une différence flagrante, en fait. Donc l'expérience est un peu ça grossit les traits de la réalité, mais par contre c'est assez radical parce qu'on perçoit vraiment de façon évidente la différence. On s'est aussi intéressé à tout le travail fait par de nombreuses entreprises
pour vulgariser, donner des explications, des clés de compréhension sur le sujet. Donc, comme par exemple le Acoustic Guide de Abstracta ou le Book of Acoustic de Beau, grâce à des schémas, des vidéos, des animations qu'on a trouvées très utiles. Donc là, notre projet. Donc à partir de cet état des lieux, de la manière dont communiquent les entreprises sur leurs produits et sur leur qualité acoustique, on en est venu pour le showroom de l'entreprise à envisager ce qu'on a appelé un labo acoustique, mais c'est un espace en fait qui n'a pas de vocation scientifique, mais qui est vraiment à prendre au sens d'un espace d'expérimentation où on va venir donc intervenir sur l'espace acoustiquement et percevoir, écouter, se rendre compte de l'impact de ces produits-là. Donc on se situe à plusieurs échelles, donc à l'échelle globale, donc à l'échelle de l'espace, où là on va venir justement avec un dispositif de diffusion, donc avec des enceintes, diffuser du son dans l'espace. Donc au début l'espace est nu, donc les sons sont relativement réverbérés. Et au fur et à mesure, on va venir déployer des panneaux le long des parois, des murs, donc qui vont plus ou moins absorber le son qui est diffusé dans l'espace. Donc ces panneaux-là sont mobiles, et ça nous permet une plus grande modularité et justement de s'adapter au mieux et de se rapprocher au mieux des demandes des clients et des situations que eux peuvent rencontrer dans leur bureau. On intervient également à l'échelle locale, donc à l'échelle du mobilier. Donc là, pareil, un bureau, sans aucun traitement. Donc supposément, si 2 personnes travaillent, les bruits circulent et elles peuvent se gêner. Mais si on ajoute une cloisonnette sur le bureau et un panneau au plafond, alors l'expérience sonore sera très différente. Et donc voilà, c'est aussi un système qui peut permettre de se rendre compte de tout ça. Et on imagine aussi, c'est un travail qui va suivre, un guide d'accompagnement pour pouvoir comprendre finalement ce qui se passe lors de ces expériences, des supports graphiques et visuels qui pourront dans un premier temps être imprimés, mais dans l'idéal qui pourrait devenir une application sur iPad ou sur téléphone pour suivre comme ça le cheminement dans ce labo et à travers ces différentes expériences. Et donc, il y a tout un travail graphique, bien sûr, qui devrait être déployé pour faire ça et s'approcher finalement, grâce à cette application, des besoins spécifiques des clients. Donc, ce ne sera pas les mêmes réponses en fonction des besoins ciblés. Voilà, merci. L'écran. Non. Je laisse juste. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, j'ai pas de choses à présenter parce que j'avais pas prévu de présenter. Par contre, ce que je peux faire, c'est juste présenter le groupe, c'est-à-dire qui on est et dire qui on est. Ok. Alors, excusez-nous pour ces apartés, mais on est dans une configuration un petit peu compliquée aujourd'hui. Donc je vous présente Patrick Amram, Société Clen, voilà. Donc qu'est-ce que peut-être il va vous présenter le groupe Clen et un petit peu son travail autour de l'acoustique qu'il mène depuis de nombreuses années donc, sur les espaces et les mobiliers de bureau. Donc, bonjour à tous. En fait, l'objectif est de partager avec vous les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à constituer cette chaire et en même temps d'échanger avec vous sur la création du Lab 5.0. Donc Clen est une entreprise française située en Touraine, créée en 1963, qui fabrique de l'acier, donc avec les outils les plus modernes, du bois
avec les outils les plus modernes également, injecte le plastique et fait aussi de la tapisserie. Donc la tapisserie, ça sert à faire notamment les cloisons acoustiques. Donc en fait, grâce à ce savoir-faire-là, nous avons plusieurs marques à travers lesquelles nous diffusons nos produits à travers un réseau de partenaires Klen, Columbia, Mobimetal et Manad. Ce réseau de partenaires qui diffusent nos produits devient de plus en plus exigeant parce que les projets nécessitent de plus en plus de savoir-faire, notamment au niveau de la connectique, au niveau du câblage, au niveau de l'éclairage et au niveau de l'acoustique. Donc au fur et à mesure des dossiers qui se sont présentés depuis de nombreuses années, nos compétences ont évolué dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, nous avons créé pour nos partenaires un outil dont Roland, dont l'équipe vous a parlé, qui est le LEB 5.0. Le LEB 5.0, c'est un lieu dans lequel nous allons pouvoir co-créer avec soit les grands comptes, soit les space planners, soit nos partenaires avec les space planners ou les grands comptes, de manière à créer la solution idéale à chacun des projets qui viendra se présenter à nous. Grâce à ce savoir-faire qui sera présent autour de nous et un bureau d'études qui sera représenté entre guillemets par un écran avec lequel nous serons en interconnexion, nous pourrons répondre à toutes les préoccupations des clients en parlant de connectique, d'éclairage, d'acoustique, etc. Et à côté de cet endroit que nous allons, dans lequel nous créerons la solution idéale, nous allons avoir le fameux laboratoire dont Roland parlait tout à l'heure, où nous allons faire vivre une expérience acoustique, entre parenthèses, pour trouver le produit idéal du futur client. Nous allons aussi immerger ce client à un autre étage dans certaines situations pour qu'il puisse encore plus se rendre compte de la réalité, donc autour d'espaces de travail qui seront déjà réalisés. Voilà, j'essaie d'être très 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 concis. Et maintenant, si vous voulez poser des questions sur pourquoi, si vous avez des questions sur... Voilà. Depuis quand, en fait, le groupe Klen développe-t-il des projets acoustiques ou des mobiliers acoustiques? Alors en fait, ça fait de nombreuses années. On a commencé tout d'abord par travailler l'acoustique de proximité avec des, on va dire, à la source, avec des écrans sur les postes de travail. Et au fur et à mesure des projets qui se sont présentés à nous, nous avons travaillé sur des solutions de plus en plus complexes, jusqu'à aboutir à une solution à un moment qui était carrément de l'autoportant avec un système d'écran acoustique, gestion de câblage et autres. Le système était un petit peu complexe à diffuser via un réseau de distribution, donc nous avons retravaillé sur les différentes questions en se repositionnant sur la qualité des mousses, en fonction des fréquences, en travaillant sur la masse surfacique, en travaillant sur la qualité des tissus. Et donc nous avons constitué toute une gamme de cloisonnements, la plus complète possible, pour répondre aux différentes problématiques liées à l'acoustique. Mais au fur et à mesure des projets, les demandes des aménageurs deviennent de plus en plus complexes et nécessitent à chaque projet quasiment d'adapter les produits en fonction du résultat qu'ils veulent obtenir. Donc là, l'idée était de dire comment fait-on pour les aider sur les gros projets, je parle des très gros projets, comment les aider à constituer cette solution, tant au niveau acoustique qu'au niveau de l'éclairage, qu'au niveau du mobilier de bureau, que du classement, que de l'aménagement global, puisque nous réalisons aussi le reste. Et maintenant, la tapisserie nous sert d'ailleurs pour les sièges. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets? Oui. Alors, nous avons travaillé pour une très grande banque. Alors, je ne vais pas donner le nom carrément des entreprises. Et nous avons travaillé, par exemple, pour une très grande banque lorsqu'elle devait installer tous ces postes service client.
Et donc nous avons travaillé avec des experts en acoustique pour les aménagements en fait, et regarder comment on pouvait influer sur cette qualité de l'acoustique grâce à l'aménagement, à savoir les différentes hauteurs de cloisonnement, les mousses plus ou moins efficaces dans telle fréquence ou telle fréquence vocale, et le positionnement des personnes les uns par rapport aux autres, de manière à gêner le moins possible la personne qui est proche de soi. Donc nous avons eu plusieurs projets de ce type-là qui nous ont amenés à nous intéresser de plus en plus à ce domaine qui est l'acoustique. Et en termes de quantité de production, par exemple, quand vous parlez de gros projets, c'est combien d'éléments mobiliers, enfin, c'est quelle échelle de projet parce que Alors oui, effectivement. Alors sur le projet de banque dont je vous parlais, c'était environ 6000 postes. Sur d'autres, nous avons travaillé pour d'autres banques aussi, d'ailleurs, c'est étonnant, oui, sur d'autres banques, avec des systèmes de cloisonnement un peu différents, sur des projets de 800 postes, sur des projets de 500 postes, sur des projets de 1000 postes. Très gros projet. Oui, en fait, la problématique de l'acoustique est une problématique récurrente. Quasiment à chaque projet, on nous en parle. Alors, parfois, elle est très exigeante sur certains projets, et sur d'autres, beaucoup moins, parce qu'on va nous demander essentiellement une séparation. Est-ce qu'il y a Vous avez d'autres questions ? Est-ce que Clen a également pour projet, parce qu'elle en parle beaucoup de mobilier, donc quelle mesure Clen travaille aussi sur l'enveloppe, on va dire, pas forcément l'enveloppe du bâtiment, mais l'enveloppe du bureau en lui-même, pour justement proposer des dispositifs qui permettent d'optimiser l'acoustique de ces bureaux. Alors justement, c'est l'objet de la chaire S'entendre, avec Roland et donc avec les équipes de designers et d'experts en acoustique. Nous allons travailler sur d'autres aspects de l'acoustique. Comment influer sur le comportement de la personne, comment gérer de manière générale l'acoustique dans l'espace, mais en même temps, comment moduler cette acoustique en fonction des espaces qui peuvent maintenant changer de fonction. Donc ces solutions arriveront, je l'espère, très bientôt. Il y a d'ailleurs certains projets qui ont commencé à avancer et qui sont très intéressants sur ces sujets-là. Justement, c'est peut-être une dernière question sur quand on parle de nouveaux espaces de travail, qu'est-ce que pour vous ça représente aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une demande récurrente de nouveaux espaces pour lesquels il y a des questions nouvelles qui émergent? Oui, il y a de nombreuses questions qui émergent. Se transformer tout de suite en produit, c'est pas évident, puisqu'en fait, on observe, nous, des changements. On se rend compte que dans l'entreprise, les volumes, on va dire, les projets, par exemple, qui étaient à 500 postes, descendent à 400 postes, parce que de plus en plus, il y a un petit peu de télétravail, surtout en ce moment, dû à la situation que nous vivons. Mais en même temps, ces espaces deviennent surtout des lieux de rencontre et des lieux où on cherche un aspect social. Donc comment vont être travaillés ces espaces dans le futur? Nous y travaillons de plus en plus, on écoute les clients, puisque nous travaillons souvent en co-création avec tous ces gens-là, avec toutes les personnes qui arrivent avec un gros projet et qui nous disent peut-on, voilà comment on voit un petit peu les choses, on explique comment nous les voyons également, mais les space planners ont souvent une idée déjà assez précise et donc nous guident dans ce résultat qui doit être obtenu. Merci beaucoup, Patrick Amram. Ce qui nous permet peut-être justement de faire un lien avec Alexis Rebiffet. Rapprocher du micro, ça nous permet de faire un lien avec Alexis Rebiffet qui est responsable d'un groupe. Donc je vais le laisser peut-être présenter mieux que moi. Je vais peut-être mettre notre site tant qu'à faire. Sur la vision là.
C'est ça. Discopolitan. Donc, ça. Voilà. Ouais, très bien. Ouais, ça servira d'illustration. Bonjour à tous. Donc, merci Roland de m'accueillir. Je suis Alexis Robiffet, je suis cofondateur de Descopolitan. Ce que je vous propose, c'est faire une présentation assez brève. Et puis après, l'idée, c'est de partager avec vous quelques éléments de réflexion et comment nous, on appréhende tous ces sujets d'acoustique dans la conception de nos espaces. Donc, on compte parmi les acteurs français du coworking, avec d'entrée de jeu une petite spécificité, c'est qu'on est propriétaire de nos murs. Donc, on a une approche, notamment sur les sujets acoustiques, parce que c'est l'objet du jour, une vision qui est vraiment à l'origine très macro, puisqu'on réfléchit à l'échelle du bâtiment, et le bâtiment de bureau, au-delà du bureau, génère en lui-même des nuisances qui ont des répercussions sur les autres bureaux à côté ou sur les habitations. Donc notre réflexion elle commence déjà à ce moment-là. Et puis jusqu'au réglage les plus fins dans les questions de mobilier qui peuvent effectivement participer à l'optimisation de l'acoustique dans les espaces de travail au sens large. Descopolitan, c'est une idée qui a vu le jour fin 2012. On a ouvert notre premier site dans le 10e arrondissement, 48 rue du Château d'Eau, fin 2015, si je ne dis pas de bêtises. On a aujourd'hui 3 sites, 2 qui sont déjà en exploitation, sur une surface au total de 10 000 m². Un, donc, je viens de le dire, dans le 10e arrondissement, rue du Château d'Eau. Un second, un campus urbain que vous voyez d'ailleurs actuellement à l'image, dans le 11e arrondissement, au 226 boulevard Voltaire, pas très loin d'ici. Et un troisième qui est en cours de travaux, au cœur de l'îlot de la gare Montparnasse, sur 2600 m², qui verra le jour en septembre 2021. Voilà, on s'adresse, une grande particularité, c'est qu'on fait des bureaux, mais nos utilisateurs, ce sont nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental, puisque le comportement des utilisateurs est très différent. Quand vous êtes consommateur d'un service, vous n'avez pas la même posture que quand vous êtes utilisateur, collaborateur, salarié d'une entreprise qui vous met à disposition des bureaux. Donc ça, c'est un élément très important qu'on partage tous, opérateurs de coworking, et c'est un vrai enrichissement puisqu'on a un retour sur le terrain qui est immédiat avec nos clients. Quand je prends le cas, vous êtes client d'un hôtel, vous avez dans une chambre d'hôtel, si la climatisation est trop bruyante, alors soit vous le noterez dans le questionnaire de satisfaction, ou quand elle est vraiment trop bruyante, vous allez à la réception et puis vous dites la climatisation est trop bruyante. Ce comportement-là, quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous n'allez pas directement sauter sur le directeur des services généraux pour lui dire que la climatisation ça va pas, c'est trop bruyant, vous ne pouvez pas travailler. Donc c'est pour ça que voilà, c'est une nuance mais qui est très très importante et qui nous pousse surtout à délivrer une qualité d'espace et de service qui soit la plus optimisée possible. Je reviens sur un élément qui a été évoqué par Alba et Anne-Cécile, que je trouvais intéressant et qui est très important pour nous, puisqu'on est quasiment en bout de chaîne, on a encore un maillon au bout, qui est la notion de vulgarisation. Sur nos projets, bien entendu, on a systématiquement des cabinets d'acoustique qui sont mandatés. D'une, parce que c'est, dans le cadre notamment de certification environnementale, c'est indispensable, parce que les architectes, les bureaux d'études et les entreprises nous le demandent. Et puis, c'est une nécessité parce que pour pouvoir développer effectivement quelque chose qui fonctionne d'un point de vue acoustique, c'est indispensable. Une difficulté, clairement, des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est justement ce problème de vulgarisation, puisqu'on a en face de nous des gens qui sont extrêmement sachants, extrêmement compétents, il n'y a absolument pas de sujet, mais qui parlent un langage qui est très différent du nôtre et qui est excessivement technique. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez transversal chez beaucoup de maîtres d'ouvrage, qui est ce problème de communication et de compréhension entre les gens de l'art, les acousticiens, et nous qui sommes un peu sachants malgré tout, mais à un niveau relativement modeste. Ça, c'est une idée qui, en tout cas, quelque chose, un frein qui est extrêmement important et aujourd'hui qu'on n'arrive pas forcément à lever. On essaie d'identifier effectivement les bons interlocuteurs qui ont cette capacité de vulgarisation, mais c'est pas du tout évident à appréhender. Ensuite, je reviens sur une notion, je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais je rebondis beaucoup sur ce qu'on a vu auparavant. La notion de flex office, dans le cadre de ce qu'on appelle les nouveaux espaces de travail. Je suis pas très à l'aise avec cette notion de nouveaux espaces de travail, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'on parle de nouveaux espaces de travail.
comme s'il y avait vraiment des anciens espaces de travail. C'est assez binaire et c'est un terme qui, à titre personnel, me plaît pas beaucoup. On en parle vraiment aujourd'hui d'évolution. Le flex office en fait partie. Le constat qu'on fait, c'est que on a des jambes, elles sont faites pour bouger, et là aujourd'hui, on parle beaucoup du poste de travail, mais la réalité, c'est que l'espace de travail lui-même, le poste de travail, c'est pas simplement effectivement le bureau, c'est le bureau avec la cabine téléphonique qui va aller avec l'espace de réunion informel ouvert qui va aller avec la salle de réunion très formelle fermée qui va aller avec, etc., etc. L'espace de pause, l'espace pour faire peut-être du sport à l'intérieur même de l'entreprise. Voilà. Il y a vraiment cette notion de mobilité qui est très importante. Et à chaque tâche, un espace. Et donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez réduire vraiment votre temps de présence à votre poste de travail, parce que en fonction de la tâche que vous allez exécuter, eh bien, vous allez bouger dans l'espace. Et puis on se rend compte que finalement, ça vient oxygéner un peu votre cerveau, et c'est très bénéfique pour la créativité, pour les interactions sociales aussi dans l'entreprise, puisque vous allez changer d'environnement, rencontrer aussi d'autres personnes que vous ne croiseriez pas si vous étiez statique à votre poste de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue acoustique, pour qu'on recentre le sujet? C'est que l'espace de travail en lui-même, le bureau, pour nous en tout cas, c'est un espace qui doit être silencieux. Un peu comme dans une bibliothèque. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir une activité qui va générer une nuisance sonore, vous allez vous déplacer. On traite, nous, dans nos espaces, beaucoup le sujet, avant de parler de mobilier, beaucoup sur, justement, c'était ma question à Patrick tout à l'heure, sur l'enveloppe de la pièce. Et vous voyez, en ce moment, sur notre futur site de Montparnasse, on parle beaucoup avec l'acousticien, avec les fournisseurs, notamment de cloisons mécaniques, par exemple, avec les entreprises qui gèrent toute la plâtrerie, sur est-ce qu'on doit mettre tel type de cloison sèche, le type d'isolant, les cloisons vitrées, bord à bord, double vitrage, avec quel type d'affaiblissement acoustique, la porte qui est toujours moins acoustique que la cloison vitrée. Vous avez en plan des bureaux qui sont plus exposés que d'autres à des zones qui génèrent du bruit, etc., etc. Donc c'est vraiment à chaque fois un travail sur mesure qui est fait, mais on traite d'abord l'acoustique sur l'enveloppe. Le plus derrière, et on se rend compte que beaucoup déjà, quand on a fait cet exercice-là, quand on arrive à l'exercice du choix de mobilier, et d'ailleurs on a le plaisir de travailler avec Len, on essaie de favoriser en plus le fabriqué en France, bien évidemment. Quand déjà on a fait ce travail sur l'enveloppe, si le mobilier effectivement peut être acoustique, c'est un plus, ça c'est certain, mais généralement quand on a fait notre travail sur l'enveloppe, on peut avoir un mobilier qui n'est pas particulièrement acoustique, ça fonctionne plutôt bien. Mais ça, c'est lié au fait qu'on maîtrise vraiment la chaîne et qu'on restructure à chaque fois nos sites, et donc on peut traiter l'acoustique dès le début. La réflexion sur le mobilier se prête particulièrement bien, et un peu plus aussi chez nos concurrents qui sont locataires et qui aménagent des plateaux de bureaux qui sont généralement ont déjà été rénovés par les propriétaires. Et là, vous êtes contraint de ne pas tout démolir pour refaire, et donc là effectivement des solutions comme je propose notamment Klen fonctionnent très bien parce que ça permet de traiter l'acoustique par le mobilier. J'ai encore un peu de temps ou pas? Une minute. Le dernier élément de réflexion, et c'est ce que je disais juste au tout début également, c'est sur l'acoustique générée par les équipements thermiques. Enfin, les nuisances acoustiques, pardon, générées par les équipements thermiques. Production de chaud, de froid et le renouvellement d'air, sujet particulièrement stratégique en ce moment pour une question sanitaire. Il existe différentes solutions de chauffage et de rafraîchissement. Dans nos sites, on essaye par exemple de favoriser des principes de plafond actif. On fait circuler de l'eau chaude ou de l'eau froide dans des plafonds. Ça fait toujours moins de bruit par exemple que des ventiloconvecteurs où vous avez beau avoir des caissons acoustiques, eh bien ça génère toujours un bruit ambiant qui est excessivement désagréable. Ça, c'est un élément important. Et puis la question après se pose sur la production centrale de l'immeuble. Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'on la met sur une toiture de bâtiment? Aujourd'hui, on occupe de plus en plus les toits de Paris, par exemple. Eh bien, c'est dommage de venir y mettre des installations techniques. Donc on essaye de les enfouir, par exemple. Et là, c'est tout l'enjeu, notamment sur à la fois technique et puis d'espace, la question de dimensionnement, par exemple, des pièges à son, où ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement stratégique quand on prend les espaces de travail à l'échelle d'un immeuble. Voilà, quelques éléments de réflexion. Je peux poser une mini-question? Oui, ça marche, super.
Vous avez dit au début que les utilisateurs étaient aussi les clients. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la manière dont ils ont eux-mêmes de gérer le son? Est-ce qu'ils ont une éthique sonore aussi bonne que celle qu'on pourrait avoir dans des bureaux où on est salarié? Ou alors est-ce qu'ils peuvent se dire parfois je suis client, donc je peux faire plus de bruit Je sais pas si ma question est claire. Aujourd'hui, et c'est valable pour l'ensemble du marché du coworking, on s'oriente sur un ensemble, c'est un ensemble de bureaux privés qui sont en eux-mêmes des open space. Sauf que vous avez une société, un open space. L'inconvénient de ça, c'est que généralement, il y a plus de nuisances sonores dans ce type d'espace, parce qu'en fait, vous êtes entre collègues, alors qu'on a des espaces aussi ouverts avec, par exemple, 10 postes de travail, 5 sociétés. Et là, naturellement, il y a une régulation acoustique qui se fait naturellement, parce que forcément, votre voisin, c'est pas forcément votre collègue. Lui aussi, il a payé pour son service. Il y a des règles, un règlement intérieur que vous avez signé, etc., qui fait que vous avez la correction de corriger vous-même votre comportement si vous parlez trop fort, le téléphone, etc., etc. Donc, ces espaces ouverts, contrairement à l'imaginaire laisse entendre généralement que ça va être très bruyant, parce qu'il va y avoir plein de gens différents avec des métiers différents, au contraire, c'est plutôt très silencieux. Plus silencieux que quand c'est une seule entreprise qui occupe un espace ouvert. Merci beaucoup. Merci Alexis. Je presse un peu parce qu'il nous reste 9 minutes, ce qui est un petit peu court. J'ai déjà fait plus rapide. Donc Alexandre Guyenne qui va se présenter. Ok, tac. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Guyenne. Je développe une société qui s'appelle, aujourd'hui un nom de code qui s'appelle Quiet au sein de l'incubateur de la Blue Factory à l'ESCP. Et donc on a beaucoup parlé de l'acoustique, j'aimerais rajouter quelques chiffres dessus, des chiffres un peu économiques. Est-ce que vous connaissez le coût économique à la France chaque année de la pollution sonore? C'est 50 milliards d'euros chaque année. En Europe, on estime qu'il y a 20% des gens qui sont exposés à du bruit qui est dangereux, un niveau de bruit dangereux pour leur santé. Le bruit, ça peut vous toucher votre capacité cognitive, votre capacité à dormir, votre capacité à apprendre, et en plus, ça se développe. Alors, chez Quiet, nous, on veut faire quelque chose vis-à-vis du bruit, mais pas n'importe lequel, on veut cibler un bruit particulier, une pollution sonore particulière, celle qui est en fait chez nous, à nos domiciles. Parce qu'en réalité, le bruit, quand on pense à bruit, on imagine la rue, on imagine notre bureau, on imagine le métro, et rarement chez nous, mais en réalité, le bruit ne s'arrête pas à notre porte, pas au seuil de notre porte. Et chez nous, c'est déjà bruyant. Petite anecdote, en fait, je me suis rendu compte que chez moi, c'était pas silencieux lorsque mes voisins, alors ça c'était en mars dernier, ont eu un nouveau-né. Le nouveau-né pleurait la nuit, me réveillait, et je me disais, c'est pas possible, tout le monde a ce problème et il n'y a pas vraiment de solution. Parce que c'est vrai, lorsqu'on est particulier, chez nous, il n'y a pas vraiment de solution. On peut faire des travaux, mais ça sous-entend que vous êtes propriétaire. Vous n'allez pas faire des travaux si c'est pas chez vous, et il faut de l'argent et du temps. Vous pouvez faire une action sociale, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher, voir la personne qui fait du bruit, lui expliquer, débrancher la machine qui fait du bruit. Et ça encore, c'est pas très très efficace. Et enfin, il reste les boules caisses. Bon, chacun son point de vue sur les boules caisses. Et chez Quiet, nous, on veut proposer autre chose. On veut proposer des solutions qui vont permettre de créer des bulles de silence chez vous disponibles à tout moment. Et pour faire ça, on va passer par le meuble également. Roland m'a invité à m'exprimer sur pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout à l'origine acousticien et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me lancer un peu dans ce domaine. La première raison, c'est parce que je voulais faire quelque chose en faveur du bien-être de la cité. Pour moi, c'est important. Je voulais également répondre à un besoin profond. Et le bruit, c'est quelque chose d'invisible et c'est pas quelque chose qui est flagrant. C'est-à-dire que ça va pas nous faire mal d'un coup. Alors bien sûr, si on est exposé à des gros niveaux, bien sûr, mais de manière générale, l'envie de tous les jours, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous déranger, mais ça va nous user. Et à un moment donné, en fait, on peut vraiment être malheureux à cause du bruit. Et comme j'expliquais un peu avant, il n'y a pas vraiment de solution, et surtout chez nous, c'est le dernier bastion de notre intimité. On supporte pas le bruit. Le bruit, c'est fait par l'autre. On ne veut pas de l'autre chez nous. Et c'est là où on peut vraiment être malheureux. Le deuxième point qui m'a donné envie d'aller sur l'acoustique, c'est que c'est un sujet sensible. C'est-à-dire que quand je dis sensible, c'est qui passe par la sensation, par un sens. Et ce que j'aime beaucoup avec ce type de sujet-là, c'est qu'on peut partager facilement avec les gens.
Je vous pose la question, qui ici a déjà eu un problème avec le bruit? Je pense que beaucoup vont lever la main. Le bruit la nuit, quel type de bruit? Votre voisin? Ah oui, alors mon voisin c'est insupportable. Et on peut facilement échanger et c'est facile du coup déjà de créer des liens et de comprendre le besoin et de co-construire une solution de manière participative. C'est un autre point. Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut vraiment construire un produit qui va être directement accepté par le client, par le consommateur, parce qu'on peut le construire avec lui. Il peut très bien comprendre ce qui se passe, il sait ce qu'il a envie, il sait comment il utilise les objets, et c'est facile d'expliquer, d'échanger là-dessus. Et un dernier point, ce que j'aime beaucoup avec le traitement acoustique, et essayer de rapporter du calme un peu dans la vie des gens, c'est que c'est un cercle vertueux. Les gens sont un peu, on va dire, résignés. Voilà, ma vie est bruyante, je vis en ville, je vis à Paris, c'est un vieil immeuble, voilà, il y a du bruit. Et si j'ai envie de silence, j'irai à la campagne. Mais en fait, si on arrive à leur apporter des solutions qui leur apporteront un peu plus de silence là où ils en ont le plus besoin, quand ils veulent dormir par exemple, quand ils veulent se détendre, quand ils veulent travailler, et bien en fait, ils vont commencer à apprécier. Ils vont réaliser que finalement c'était silencieux autour d'eux et que que c'était bruyant autour d'eux et que le silence c'est intéressant. Donc ils vont vouloir développer encore cette techno, plus de silence. Du coup, on va pouvoir développer d'autres technos. Et on va pouvoir créer, avec un cercle vertueux comme ça, un espace qui sera plus confortable pour tout le monde, pour pouvoir vivre dedans de manière plus simple. Et du coup, va améliorer le bien-être de la cité. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Pour l'instant, nous sommes encore en train de développer le projet, et on est à la recherche de personnes, de partenaires qui souhaiteraient nous accompagner dans l'aventure. On a déjà des concepts validés. Et si vous voulez me contacter, bah, écoutez, c'est avec grand plaisir. Une question, quel type de projet vous voulez développer, ou est-ce que c'est confidentiel, ou est-ce que vous commencez déjà à pouvoir en parler? Oui, bon, c'est confidentiel, mais je vais en parler quand même. Le premier type, donc comme j'expliquais, on a réfléchi très bien chez nous, quand est-ce qu'on veut du silence. Alors, en réalité, on s'est dit, bon, quand on fait la cuisine, bon, on s'en fout un peu du silence en vrai, on fait du bruit. Mais par contre, quand on veut dormir, on aime bien le silence. Quand on veut se détendre, on aime bien l'intimité acoustique. Je vais revenir sur l'intimité acoustique. Et lorsqu'on veut travailler, on veut l'intimité acoustique. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette intimité acoustique? C'est un peu le fait que on veut pas être dérangé par l'autre, donc par le bruit de l'autre, qui peut être la machine à laver, la télé, votre enfant qui joue, l'autre. Mais aussi, on n'a pas envie que notre bruit dérange l'autre personne. C'est un peu dans les deux sens. Et parmi ces trois premières parties, donc dormir, travail et se reposer, nous on a décidé de démarrer par le sommeil. Pour moi c'est le truc le plus critique et surtout c'est par ici qu'est m'est venue l'idée. Donc j'ai envie de créer ce produit pour que je puisse l'utiliser et pouvoir dormir sereinement. Et bien nous réfléchissons sur d'où vient le bruit. Donc oui, on a le bruit de l'extérieur, très bien. Mais on a aussi le bruit de l'intérieur. Par exemple, on parlait, ça peut être un chauffage, une ventilation, ça peut être le voisin, mais ça peut être aussi votre partenaire qui fait du bruit, qui ronfle. Ça peut être l'enfant qui dort peut-être dans la même chambre que vous parce que voilà, c'est un nouveau-né. Et donc, on réfléchit comment est-ce qu'on peut adresser ce sujet-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est adresser par un meuble, mais j'ai pas envie de créer un meuble inutile. J'ai envie de créer un meuble en fait qui est déjà là et l'adapter de manière à créer ces bulles de silence. Et pour l'instant, notre premier pas, c'est la tête de lit. C'est notre première piste. Est-ce qu'il y a une question? On a encore 2 minutes. Après, on risque d'être coupé. Oui. Pardon? Qui travaille avec vous et constituée de... Pas encore, on est en train de la constituer. Pour l'instant, donc dans le projet, je suis officiellement seul. Après, je suis entouré d'acousticiens qui sont intéressés par le projet. Il y a beaucoup de startups qui font des métamatériaux en ce moment qui se montent. Elles sont très intéressées, on réfléchit ensemble. Il y a également un ancien designer de l'école avec qui je discute en ce moment pour un partenariat. Et puis, comme je vous disais, je fais très attention à créer une communauté de gens qui sont sensibles à ce problème-là, des particuliers, afin d'échanger avec eux et co-construire. Une fois qu'on a un premier design, on leur présenter, voilà, vous préférez A ou B, vous préférez B, oui, oui, non, pourquoi, et ensuite on continue à avancer ensemble. L'idée, c'est de faire ensuite un Kickstart cette année avec une communauté qui aura déjà été créée parce qu'elle aura participé à la création du projet, à la création du produit. Merci infiniment. Donc juste un dernier mot pour dire au revoir. On va, comme on dit à la télé, rendre l'antenne. Puisque là on est chronométré, puisqu'on est sur la web télé de la Semaine du Son. Donc merci infiniment à la Semaine du Son d'avoir accueilli cet événement et à tous les participants.
Et je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans pour voir un petit peu ce qu'on aura fait, comment on aura évolué tous sur ces sujets-là. Merci et bonne soirée. Magnifique. Merci. Merci. C'était rapide.